Philippe Lacroix, donc, de la société ILDI, va nous parler «Les formés prennent le pouvoir». Bonjour, merci d'être encore là à cette heure tardive. Je vais essayer de vous flatter. C'est facile, hein, c'est petit même, mais bon, voilà. Non, l'idée aujourd'hui, c'est de vous dire que les formés, on a toujours, jusqu'à présent, on a souvent essayé de les inciter à aller se former, on les a invités à l'information, quelquefois on les a inscrits, quelquefois même on les a relancés parce qu'ils n'y allaient pas, etc. Donc on attend des gens qu'on veut former, en entreprise en général, une certaine docilité et une obéissance. C'est caricatural ce que je dis, mais c'est pas complètement faux. En tout cas, quand on regarde des tableaux de bord statistiques que sortent les plateformes, ça marche, voilà. Que sortent les plateformes, c'est souvent on mesure la complétion, le résultat, c'est-à-dire la performance de l'individu. Est-ce qu'il a été bien induit par les incitations à se former, etc. Alors que dans la vraie vie, quand on est individu, ce que vous pensez d'un bien de consommation, d'un service, d'un produit, etc., on vous demande de vous prononcer. C'est-à-dire que là, on ne vous dit pas acheter, enfin si, la publicité vous dit acheter plus toujours, et si possible des bagnoles chères. Mais quand on se forme, on n'a pas l'impression d'être écouté ou de ce qu'on pense de la formation a beaucoup d'importance. Alors que dans la vraie vie, vos avis intéressent tous ceux qui offrent des produits, des services. Je vous en ai mis quelques-uns ici, vous devez reconnaître tout ça, mais ça fait tellement partie du paysage courant aujourd'hui de nos applications, des sites, des outils qu'on utilise. Je ne sais pas si vous avez tout reconnu. Il y a Google, il y a Allociné, il y a Airbnb, il y a, je ne sais plus ce que j'ai mis, voilà, YouTube, etc. Puis même si vous regardez les vidéos sur YouTube, à la fin on vous dit toujours et cliquez sur le petit pouce bleu là et puis mettez un commentaire, etc. Pourquoi on vous incite à faire ça? Parce que c'est ça qui donne de la valeur à ce que vous consommez, au produit, qui va permettre de distinguer un produit qui a de l'audience d'un produit qui a moins d'audience, d'un produit qui plaît plus d'un produit qui plaît moins. En formation, je me mettrais à la place d'un responsable formation. Quelquefois, dans une autre vie, j'en avais été assez proche. Ce que les individus pensent de ce que je leur offre comme formation, ça m'intéresse. Normalement, j'y suis sensible. Et ces choses-là n'apparaissaient pas, commencent à apparaître, mais n'apparaissaient pas beaucoup dans les outils et les systèmes de formation. Alors que quand on est responsable de formation, ce qui est important, c'est quand même de savoir si ce qu'on propose comme service et comme outil répond à un besoin et si possible avec un plaisir en face qui peut se mesurer. Plutôt que savoir si les gens se sont inscrits, est-ce qu'ils ont terminé et est-ce qu'ils ont réussi la formation. Donc c'est un petit peu ça l'idée de ce que je veux dérouler aujourd'hui. Alors moi je suis Philippe Lacroix, pas Philippe Gilles, mais c'est comme si, pareil. comme si j'étais Philippe Gilles. Vous avez fondé à quelle année? Ça fait longtemps maintenant. Alors je dois tout dire, Ouais. ça fait 30 ans qu'on bosse ensemble, on est un vieux couple de la formation. On a commencé chez Segos, puis après on a créé une start-up qui s'appelait e-Learning Agency, puis après on a travaillé chez Demos, puis il y a quelques années on a créé ILDI, un cabinet de conseil qui aide les grandes entreprises et les organismes de formation à intégrer le digital dans leurs activités. Et puis je fais aussi 2-3 autres trucs, et puis on publie des choses, et puis on a aussi publié un livre sur le neurolearning, où on essaye de voir ce que les neurosciences peuvent nous apporter comme aide à la pédagogie. Je fais une parenthèse par rapport au sujet. Tout ce qu'on fait n'est pas pour rendre les gens meilleurs ou pour les rendre plus forts ou plus rapides ou plus efficaces ou plus machin. Je pense qu'on a assez d'incitation dans la vie, dans notre environnement professionnel et personnel, à être toujours plus quelque chose. Notre point de vue, utiliser les neurosciences en formation, c'est arriver au même résultat avec moins d'efforts. Mieux donc. Mieux. Voilà. Pas plus, mais mieux. Alors, votre avis, ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça peut donner quand on transpose notre quotidien de consommateur en formation?
C'est un peu la réflexion que je voulais avoir. Vous allez voir à la fin, on va tous se lever avec le poing en l'air, les formés dans la rue, les formés dans la... hop, voilà. Si vous connaissez la classification de Kirkpatrick? Je vois qu'il y en a qui hoche. Je vais laisser ça suffisamment de temps à l'écran pour qu'on puisse... dans la première classification, s'arrêter au niveau 3, puis maintenant on va jusqu'au niveau 4. Niveau 1, c'est ce que vous faites quand vous êtes en formation présentielle et que vous remplissez le petit formulaire à la fin. Est-ce que l'animateur était sympathique? Est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que vous n'avez pas eu trop froid ou trop chaud? Et est-ce que la formation a été bonne? Et vous dites oui ou non, en général, avec un effet. Donc là, vous êtes dans la partie réaction. Est-ce que vous avez trouvé ça bien, etc. Mais ça, vous vous exprimez là-dessus. Deuxième niveau de Kirkpatrick, l'apprentissage. On vous fait des quiz en général, on mesure votre acquisition de connaissances et votre capacité à restituer ça par un exercice pas facile qui s'appelle le quiz. Donc en fait, on mesure deux choses dans ce niveau-là. Ce que vous avez appris réellement et surtout votre capacité à l'exprimer à travers un outil qui n'est pas si simple. Moi, je me souviens quand on déployait des formations, les commanditaires nous demandaient en général de mettre 75 ou 80% de taux de réussite au quiz pour savoir si les gens avaient bien réussi la formation. Je vous mets au défi, en étant en face à face, hein, en parlant avec des gens, en posant des questions, en étant impitoyable, de faire un quiz à l'oral et d'avoir, même si quelqu'un a tout compris en face, 80% de réponses parfaites. On est toujours imparfait, même sur les choses qu'on maîtrise. Donc quand on met 75 ou 80% de taux de réussite sur un quiz, on est juste un ayatollah du savoir. C'est 60% compte tenu de la difficulté à répondre à travers un quiz correctement et en acceptant l'imperfection du savoir, alors qu'on possède quand même le savoir, l'imperfection de la restitution du savoir, ça me paraît déjà un très bon seuil pour dire la formation lui a été profitable ou pas. Donc ça, je vois Sébastien qui hoche la tête. Si vous faites la courbe de Gauss, qu'on ne fait jamais, hein, parce qu'il n'y a pas de rapport de courbe de Gauss où sont comment se répartit, enfin si peut-être, mais j'en ai rarement vu, comment se répartir les scores d'un quiz, vous verrez que quand on dépasse les 70%, il n'y a pratiquement plus personne. Alors que le seuil, la frange dans laquelle vous avez plus de gens, c'est plutôt entre 50 et 60% de bons résultats sur le quiz. Donc, niveau 2 de Kirkpatrick, compétences, attitude, confiance, etc. Vous restituez ce que vous avez appris. Premier, vous exprimez votre satisfaction. Deuxième niveau, vous restituez. Troisième niveau de Kirkpatrick, c'est votre comportement. Est-ce que vous avez changé? Pour moi, la formation, c'est changer les gens. Hein. Pas plus, c'est un véhicule, un moyen pour changer les gens. Je ne savais pas après la formation, je sais. Je faisais mal après la formation, je fais bien. Je faisais lentement après la formation, je fais vite. Je faisais avec des erreurs après la formation, je faisais pas d'erreurs. Je pensais comme ça après la formation, je pense autrement. La formation, c'est fait pour changer les gens. Normalement, quand vous changez, ça se voit. Enfin, si je deviens d'un seul coup terriblement hystérique ou apathique ou déprimé ou joyeux, etc., ça va se voir. Donc quand vous envoyez les gens en formation, il doit y avoir quelque chose de visible et de mesurable après la formation. Donc votre comportement doit avoir changé. Ça s'observe, ça peut se déclarer. Hein, si on peut dire je pense que je fais différemment. Puis ça peut s'observer, votre manager, vos collègues, etc. peuvent dire oui, effectivement, je peux attester qu'il y a eu des changements. Ça peut même se mesurer. Si par exemple vous êtes un commercial, on sort toujours cet exemple-là parce que c'est le plus facile, mais il y en a peut-être d'autres. Quand vous êtes commercial, vous avez un certain chiffre d'affaires. Après la formation, vous avez appris un peu de technique de vente, un peu de technique de négociation, un peu de technique de closing, etc. Normalement, il y a des résultats qui peuvent se mesurer. Donc vous agissez différemment après la formation. Et puis le dernier niveau de Kirkpatrick, les résultats. C'est pas vous qu'on observe, c'est le système dans lequel vous opérez. L'entreprise, votre écosystème, l'organisation. Est-ce qu'elle fonctionne mieux? Est-ce qu'elle a des résultats différents? Mais mesurables, non pas à titre individuel, c'est pas votre différence d'action,
mais c'est le résultat mesurable. Donc est-ce que l'entreprise est plus agile? Est-ce que le niveau de satisfaction client est meilleur? Est-ce que la rentabilité est meilleure, etc. C'est très difficile. En général, niveau 3, on associe ça au ROI. Niveau 4, on associe ça au REE. Là, vous êtes un influenceur d'un système une fois que vous avez été changé par la formation. Vous réagissez, vous restituez, vous agissez, vous influencez. Quand on essaye de regarder ce que un observateur ou quelqu'un d'attentif aux data, aux résultats, observe, finalement, c'est vous qui produisez la data. Quand vous réagissez à la formation, quand vous restituez, quand vous agissez différemment, qu'est-ce qu'on observe? Vous. Ou qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on collecte? Vous, vos données, vos réactions. Un système, le reporting d'une plateforme, le reporting d'un état d'une tendance RH dans l'entreprise, les datas qui arrivent sur les graphes, c'est vous. C'est pas le système, hein, c'est vous. Donc en fait, au-delà de toutes les intentions, au-delà de toute l'organisation qu'on peut mettre en place, tout le marketing qu'on peut mettre en place autour de la formation, toute la performance qu'on peut mettre en boîte dans des modules e-learning ou dans des kits qu'on donne à un formateur qu'on aura bien formé, c'est pas ça en général qui sert à savoir si le système marche. C'est ce que vous fournissez comme données. Donc on n'a pas tendance, enfin c'est pas quelque chose qui est souvent pris en compte dans les entreprises, de non pas séduire l'individu, mais on devrait essayer, non pas pour fausser les résultats, mais si on veut valoriser votre effort formation, si on veut vous motiver à aller vous former, il y a à la fois ce que vous en restituez à titre personnel, puis si on vous dit on a besoin de savoir ce que vous en pensez, on a besoin de savoir comment vous avez évolué, on a besoin de savoir quelle est l'influence que vous avez dans le système, ça donne un intérêt personnel à contribuer au développement ou à l'évolution du système dans lequel on évolue. Et c'est pas un discours qu'on entend souvent, qu'on a besoin de vous. Hein, souvent, on vous dit « formez-vous ». C'est une incantation et c'est presque une contrainte. Vous avez un pouvoir nouveau. C'est que les sous, on vous les a donnés. Précédemment, les sous pour la formation, ils allaient aux entreprises. Les OPCA restituaient à l'entreprise une partie de la collecte. Et c'est l'entreprise qui décidait où l'investir. Alors avant, avant le CPF, il y avait d'autres systèmes qui ont fait à remplir des caisses qui ne se sont jamais vidées. Il y a eu des fonds énormes qui ne se sont jamais vidés avec le DIF. Le CPF a été là pour constater que si d'un seul coup toute cette dépense, toute cette masse d'argent était consommée, ça allait vider les caisses, ce qui était un petit peu dommage, mais surtout ça allait envoyer des gens en formation, c'est-à-dire qu'il allait y avoir plus personne au boulot si tout le monde se consommait son DIF. Il y a un double problème. Le CPF a essayé de cacher un peu la misère en convertissant les heures en argent, avec une valeur de 10 € de l'heure, mais il n'empêche que les 10 € multipliés par le nombre d'heures que vous avez cumulé, à peu près vous avez entre 2 000 et 3 000 € de crédit chacun. Là, c'est à vous, cet argent-là. Avec le CPF, je caricature, il y a le CPF co-construit, machin, il y a des abondements, mais en fait, c'est une des premières fois qu'on vous donne les moyens de prendre en charge vous-même la formation que vous voulez avoir. Et 2 ou 3 000 €, ça commence à faire beaucoup d'argent. Surtout que les contenus de formation CPF, il commence à y en avoir des sacrément intéressants. Je ne sais pas si vous êtes... C'est la minute pub. Pas facile à trouver, hein, je crois. Ouais, vous allez voir Youno. Super formation à distance, Youno. Je dis pas ça parce que c'est des amis, mais oui, c'est des amis parce qu'ils bossent super bien. Eh bien, il y a une grande partie de leur SPOC, leur MOOC certifiants, qui sont éligibles au CPF. En fait, c'est vraiment un changement très intéressant, cette histoire de CPF, c'est que vous pouvez décider indépendamment de l'accord de votre entreprise sur le contenu. L'accord de votre entreprise, c'est quand est-ce que vous vous formez, mais l'accord de l'entreprise sur ce à quoi vous vous formez, elle n'a rien à dire. Vous dites, je choisis de me former à ça, et je prends congé, pas congé, etc. Je me forme, et vous allez sur l'appli CPF ou sur votre compte CPF, et vous choisissez
ce que vous voulez comme formation. C'est une des premières fois qu'on vous donne réellement la capacité de choisir ce que vous voulez. C'est même un des slogans, passer à l'action. Donc, alors si vous regardez bien, vous êtes allé voir, qui est-ce qui est allé voir mon compte formation à l'appli CPF? Super. Bon, vous n'avez rien trouvé comme tout le monde. Mais ça va venir, ça va s'améliorer. Exactement, tout est mélangé. Ça va s'améliorer. Et ouais, c'est un peu dur. Alors, je vous ai fait une copie d'écran parce que moi j'ai cherché un truc bateau, comptabilité. Alors je crois qu'il n'y a pas le compteur de... Ceux qui sont au début de l'alphabet, c'est plus facile pour eux pour être référencés. Voilà. On va finir comme au Minitel, vous savez, où les services de plomberie s'appelaient AAA plomberie. Donc ça va nettement s'améliorer, c'est un brouillon de ce qu'il faudrait avoir, mais c'est une très bonne initiative. Alors moi je voudrais vous faire un petit focus sur un truc. Trier par pertinence. Pas par distance, pas par prix. Ça veut dire qu'il y a quand même un algorithme qui est certes la quantité de formations référencées en CPF et les algorithmes et l'UX général du truc, on peut mieux faire, c'est sûr. Je crois qu'il faut faire attention au prix parce que c'est pas les mêmes temps, les comparatifs. On peut se tromper, se dire cette formation est moins chère, mais en fait elle 2 fois moins de temps que celle d'à côté. Enfin, c'est pas tellement clair encore. Non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est sa pertinence. En quoi une formation, pour moi, par rapport à ce que je cherche, j'ai donné que comptabilité et le lieu, en quoi il y a des formations qui seraient plus pertinentes pour moi. Alors elles seront plus pertinentes parce que l'étape 2 de l'application CPF, c'est qu'on va vous donner la possibilité d'exprimer votre satisfaction sur les formations que vous avez suivies à travers l'application CPF. Et comme il y a des algorithmes Google que j'ai mis en haut, que vous connaissez bien, la valeur ajoutée de Google, c'est que par rapport à une recherche aussi basique que comptabilité, normalement, ce qui apparaît en tête, si vous regardez bien, vous dites c'est pas con de m'avoir proposé ça en premier. Donc il y a une pertinence derrière les algorithmes de Google qui vont aller observer tout ce qui est inobservable dans ce qu'on consulte. Un algorithme très compliqué sur des datas qu'ils vont chercher sur ce qu'ils ont analysé dans les sites. Mais si moi j'ai vu apparaître pertinence dans l'application CPF, c'est qu'il va y avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les formations vont avoir des données qui permettront de savoir si elles sont plus pertinentes pour moi. Pour l'instant, on ne me demande rien. Google, c'est tout de moi. Mais le CPF, l'application CPF, c'est rien de moi. Elle me demande même où j'habite, alors qu'il suffirait de me demander de me géolocaliser. Donc il y a des progrès à faire. Mais cette notion de pertinence dans l'application CPF m'interroge beaucoup. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir une compète aussi féroce qu'il y a une compète pour le référencement sur Google. Il va y avoir une compète aussi féroce dans les organismes de formation qui vont être embêtés. Parce que avant leur interlocuteur, c'était les responsables formation. Maintenant, l'interlocuteur, c'est vous. Alors, est-ce que vous avez déjà acheté des vacances sur Internet? Qui a déjà acheté un séjour ou des vacances sur Internet? Oui, tout le monde. Vous vous souvenez de ça? Promo vacances, alors j'ai laissé la date en haut, 2005. Si ça vous intéresse d'aller déterrer des vieilleries sur Internet, il y a un site qui s'appelle archive.org. Et vous allez déterrer toutes les vieilles versions de tout ce que vous voulez. Donc moi, je suis allé déterrer ça. Je me suis dit, en 2005, quand on essayait de me vendre des vacances, waouh, c'était un catalogue, quoi. On ne parlait pas, je n'existais pas. J'étais juste une carte bleue pour les organismes de formation qui vont avoir à vous séduire, à être pertinents pour vous. Il va falloir qu'ils passent de ça, à ça. Ça, c'est Airbnb, voilà, on a une carte, on a des éléments de décision, machin, et puis je donne mon avis. Voilà. Est-ce que l'application CPF le permet? Bah non, mais elle va devoir. Ah oui? Bah oui, parce que ceux qui vont se référencer sur l'application CPF, ils ont beaucoup à gagner, les organismes de formation et les offreurs. Beaucoup à gagner, parce que s'il y a cette notion de pertinence sur quelques critères qu'aujourd'hui ne sont pas déclarés, mais qu'ils seront demain, quand on va apparaître en tête d'un résultat comptabilité en région parisienne où il va y avoir 1500 résultats, vous vous amusez à regarder les 1500 liens que vous propose Google avant de cliquer sur un? Bah non, vous cliquez sur maximum 3 de la première ou de la deuxième page. Donc en fait, le gouvernement est en train de créer le Airbnb de la formation? Le Google de la formation, avec les dérives que ça peut avoir et les bienfaits aussi, parce que les résultats de Google sont souvent réellement pertinents.
Ça, c'est un site de... J'ai enlevé le logo. Hein. C'est un site qui présente ses offres. Alors, il y a un peu moins de pubs que promo vacances. Il y a un peu moins de stickers. Il y a un peu moins de machin. Mais ça vous donne envie d'acheter, ça? Donc, il y a un gros boulot de séduction qu'a bien compris Airbnb pour vous vendre ses logements. Il y a un gros boulot de séduction que doivent faire les organismes de formation pour vous considérer comme un vrai individu qui a une opinion, qui a une sensibilité, qu'il faut choyer, en tout cas qu'il faut faciliter l'accès aux produits. Airbnb ne vous incite pas à acheter plus de logements plus chers. Il vous offre juste le service qui va vous permettre de trouver le bon logement au bon prix pour vous. Les organismes de formation ont ce même travail à faire, c'est vous comprendre, vous écouter, savoir à quoi vous êtes sensible pour vous aider à choisir la bonne formation. Et là, je suis que sur un catalogue d'un organisme, et vous imaginez quand il y aura toutes les offres dans l'application CPF, il va falloir que on ait ce super Google de la formation, et le super Google, il vous connaît et il vous écoute pour vous offrir les résultats les plus pertinents. Ce qui va changer, je regarde l'heure. Il me reste combien de temps? C'est bon, je gère ça. C'est bon, ok. 10 petites minutes. Super. Ce qui va changer, la prise en compte des individus, puisque je reviens sur... vous allez avoir du pouvoir indirectement, hein, vous ne cherchez pas à l'avoir, mais comme il va falloir qu'on vous attire, vous en avez du pouvoir. Donc ce qui va changer, c'est qu'on va passer d'une offre qui était exclusivement B2B pour les offreurs de formation. Alors, les organismes de formation s'adressent principalement aux responsables de formation qui achètent en masse des formations. Avec le CPF, vu qu'il n'y a plus de cofinancement pour les grandes entreprises, l'effet de masse, il tombe. Il va falloir aller vers le B2C. C'est-à-dire que le stage qu'on vendait par paquet de 50 à EDF ou la RATP, il va falloir vendre un par un aux individus. Donc on va passer à cette... on va glisser aussi vers ça. Pas que vers le B2C, mais aussi vers le B2C. C'est très difficile pour une entreprise de s'intéresser à la cible finale quand on s'est toujours intéressé aux intermédiaires. Ça change tout dans l'approche. Et on va passer à un marketing de masse, à un marketing ciblé. Parce que il va falloir bien vous connaître pour vous offrir la formation que vous êtes prête à acheter ou à recommander à votre entreprise, que vous allez cofinancer avec votre CPF. Et en plus, tout est là, toute la formation dont vous avez besoin et que vous avez envie de suivre est là et presque gratuit. Alors, je ne sais pas si vous avez exploré les catalogues de contenu de Udemy, de Coursera, de LinkedIn Learning, de Youno, voilà, hein, il y a pléthore de formations qui sont gratuites ou quasi gratuites. Je discutais avec Franck Tamy, qui est l'ancien responsable formation de la Société Générale, qui me disait, tu sais Philippe, si j'avais pas cette obligation d'aller vers des organismes dits sérieux, 90% de mon besoin de formation pour la Société Générale existe déjà en ligne et gratuit. Donc, quand on fait ce travail-là de regarder ce qui existe aujourd'hui comme offre de formation, il y a tout ce qu'il faut. Et le presque gratuit, c'est que vous, quand on dit que c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est exactement ça ici. Quand on est un organisme de formation virtuelle, comme Udemy, qui vous met en rapport avec des experts qui vont vous vendre des cours, quand vous êtes un organisme qui va vous proposer... C'est pas gratuit, presque pas gratuit. Quand on est un organisme comme Coursera, qui donne des cours sur lesquels il n'y a que la certification à acheter, mais pas le cours, en fait, le succès de ces boîtes-là, c'est votre succès. Hein, donc les quasi gratuits ou gratuits, c'est ça. Hein. Si on cumulait la quantité de formations qu'il y a, je pense qu'il faut un siècle pour suivre toutes les formations qu'il y a derrière tout ça. Il y a même des initiatives régionales pour apprendre l'anglais ici qui osent. Je vous invite à faire ça, à inscrire vos gamins ou vous-même à qui ose initiative de l'Île-de-France. Très, très bon contenu de formation en anglais. Voilà, donc il y en a plein.
mais plein. Voilà. Le succès de ces boîtes-là, c'est votre succès. Si vous ne vous formez pas avec ce qu'ils vous proposent, puisque vous allez vous exprimer prochainement sur ce que vous avez apprécié, si vous avez réussi, si vous avez achevé, ça sera public, puisque la tendance vers ça, à de la transparence, comme au restaurant, hein, si vous avez apprécié, vous mettez des étoiles, si vous êtes bien servi, vous le mettez, etc. Ces offreurs de formation gratuite vont pouvoir asseoir leurs résultats que si ça vous a servi à vous former. Et pour moi, la formation, l'apprentissage, je mets ça en équation. L'apprentissage, c'est l'effort par le temps. L'effort que vous fournissez pendant une certaine période, c'est ça qui fournit l'apprentissage. Si vous voulez apprendre peu de choses et que c'est vachement facile, ça va vous prendre peu d'efforts et peu de temps. Si vous voulez apprendre beaucoup et que c'est un peu compliqué, ça va vous prendre beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. L'apprentissage, je mets ça en équation. Donc c'est ça en fait qui l'équation de la réussite des offreurs. S'ils sont capables de vous proposer et de vous offrir des contenus qui sont motivants, de bonne qualité, qui sont bien calibrés, qui sont bien pédagogiques, qui sont agréables à regarder, alors vous allez accepter de consacrer des efforts et du temps. Si c'est pas bon ce qu'ils vous proposent, comme quand vous allez au restaurant, ben vous mettez 3 étoiles et puis c'est fini, quoi. Le restaurant, il ferme. En dessous de 3 étoiles, on ferme en général. Un chauffeur Uber, s'il a moins de 3 étoiles, il perd son compte. Il faut avoir 5 ou rien presque. Donc, la réussite de ces plateformes de formation, c'est votre propre réussite. Si vous ne réussissez pas à vous former avec ce qu'ils proposent, ils n'auront pas de résultats d'efficacité à proposer, ils n'auront pas de satisfaction à exposer, ça ne marchera pas. Là, on le voit bien dans les offreurs grand public, mais les organismes de formation et voire même votre directeur des ressources humaines, quand il va y avoir des tableaux de bord qui vont redonner les mêmes résultats, c'est lui qu'on va remettre en cause. Tu n'es pas capable de donner des bonnes formations aux individus qui leur plaisent et qui leur servent de se former. Donc c'est pour ça que je pense que vous avez le pouvoir d'influencer ce que vous allez avoir comme formation plus tard, en donnant votre avis et en ayant compris que vous n'êtes plus un numéro. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Alors, qui serait prêt à recommander cette conférence ? En fait, est-ce que les organismes de formation n'ont pas intérêt aussi à créer leur propre site internet avec les liens vers le compte CPF où il y a leur formation ? Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est très difficile de retrouver les formations qui sont référencées. Hein. On est à l'âge promo-vacances de la formation. Ouais. On est un mauvais marketing, une mauvaise présentation des offres, un truc compliqué, confus. On va dans une direction qui est très chouette, hein, d'ouvrir la formation, de donner les moyens de choisir sa formation, etc. Les outils qu'on met pour arriver à ça aujourd'hui ne sont pas au niveau du tout. Que ce soit l'application CPF ou les catalogues des organismes. Exactement. Tout à fait. Alors, la prochaine évolution du CPF, c'est que vous pourrez donner votre avis sur les formations que vous avez suivies. Ce fameux critère de pertinence, qui aujourd'hui n'est pas le critère par défaut, hein, mais il va apparaître, donc il va s'appuyer sur des datas, des algorithmes. Et puis je pense que cette prise de conscience qu'on a besoin de votre avis pour faire une sélection naturelle parmi les bons et les mauvais contenus, ça va s'accélérer. Bon. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, il y a une question, monsieur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Non, ma question, c'était juste, justement, qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'application, il y a une UX des années 90 et sachant qu'on a beaucoup d'UX designers en France, on fait partie des meilleurs au monde là-dessus, quoi. Et qu'est-ce qui fait que finalement l'UX est mal foutu et que finalement c'est pas très accessible, alors que justement ça s'adresse au plus grand nombre, donc pas à des professionnels qui vont maîtriser forcément toujours l'outil informatique comme il faut, etc. Je sais que même nous, on est 4, on donne du conseil en UX et on est une petite boîte, donc j'imagine que l'État a les moyens de se payer des bons UX designers.
L'État c'est particulier quand même. l'État a agi assez vite, on va dire, un peu dans la précipitation. Vite. C'est-à-dire qu'entre le moment où ils ont décidé de faire une application CPF et de faire un site CPF, ça a duré 1 an, mais 1 an, c'est pas grand-chose. Entre le moment de rédiger l'appel d'offres, de sélectionner les prestataires, surtout que la difficulté est quand même d'aller crawler toutes les offres des organismes. Et donc, le prestataire qui a remporté le marché est celui qui avait aujourd'hui les meilleurs moyens d'aller chercher la data, de l'agréger et de la soumettre. Mais ce n'est pas une agence qui a des capacités en UX. C'est pour ça que c'est présenté comme une première version avec beaucoup d'évolutions à venir. Mais je suis d'accord, il y a du boulot, oui. Ouais. Là où quelque part c'est dommage, c'est qu'il n'ait pas su dire nous on est très bon pour la collecte de data, mais on va travailler avec des spécialistes de l'UX pour se mettre à plusieurs finalement, plutôt que de se le garder perso et dire voilà. Répondez un jour à un appel d'offres public, vous allez comprendre la complexité. Bon, écoutez, merci. L'atelier s'achève. Merci à vous. Merci d'être venu au salon.